Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite le programme dont on parle à Taïwan. Bienvenue pour ce nouvel épisode dont on parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, de François-Xavier Boulet et de Lisa Dufaux. Alors, cette semaine, il y a quelques sujets à présenter dans notre petit talk show dominical, dans lequel on parle régulièrement de l'actualité taïwanaise. Souvent, moi, je parle de l'actualité des réseaux sociaux et plus particulièrement de tout ce qui est vidéo en direct avec Twitch, etc., qui est un domaine que j'aime bien regarder. Et du coup, cette semaine, tu continues, j'imagine. Il y a peut-être un sujet dont on va parler qui est... Je vais peut-être pas présenter tout de suite mon sujet, j'aimerais d'abord savoir les vôtres, mais oui, il y a encore un sujet là-dessus. J'en ai un autre qui n'a pas trop de rapport avec ça, qui est plus généraliste sur les gens à Taipei, on va dire. Mais qui devrait tous nous concerner et... qui sera bénéfique pour nous tous. Et une petite anecdote quand même un peu plus people par rapport à cette annonce. D'accord, moi de mon côté, je vous parlerai du sport et un petit bilan de la préparation, des qualifications, ceux qui ont leur ticket pour les JO, ceux qui ne l'ont pas ou ceux qui veulent l'avoir. On va faire un petit point sur la situation. Et voilà, vous avez entendu dans l'introduction Valentin parlait du talk show de notre programme dominical. Cette semaine, c'est un peu un talk froid aussi parce que j'ai pris un coup de froid, moi. Et moi aussi. Voilà. Donc fixez-moi, on a tous les deux la voix enrayée. Voilà. Et moi, je vais vous parler environnement, biodiversité et île des orchidées. Oh voilà. Bon, alors un bon programme, et je vais vous parler donc moi de mon sujet plus en détail. J'en ai deux, donc on va parler d'abord d'une influenceuse singapourienne qui fait des lives sur Twitch notamment, mais qui a beaucoup de réseaux sociaux différents et qui vient d'être annoncé qu'il va être bannie de Taïwan. Pour s'être échappée en fait après une injonction de justice. Parce qu'elle a elle a mis en scène, alors ça je vais vous le dire un peu, elle a mis en scène quelque chose à travers sa vidéo, ce qui s'est avéré être quelque chose complètement mis en scène, mais elle l'a jamais dit. Donc c'est arrivé aux oreilles de la police qui s'est inquiétée, qui a voulu faire une enquête et qui s'est rendu compte de la supercherie, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a fait son mea culpa. Voilà donc pour l'histoire. Donc mon deuxième sujet, on va peut-être commencer par ça, on va parler un peu de YouBike. YouBike, le vélo en libre service. Voilà, donc YouBike, ça a été annoncé cette semaine. Le vélo va être mis à disposition. Il est déjà d'ailleurs. Il est déjà, oui, c'était à partir du 28 février, oui. Est mis à disposition gratuitement pour les 30 premières minutes d'utilisation. C'est bien ça. Oui, donc c'est une bonne chose. C'est même un retour à la politique ancienne. Voilà. Et c'est exactement ça, justement, qui fait partie de la polémique dont je vais parler après l'annonce, donc, qui a été faite par le maire en personne, Tian Hwa-an, qui dit que cela va permettre en fait aux utilisateurs de pouvoir se balader dans toute la ville de manière gratuite. Et il y avait des statistiques qui ont été données, notamment sur le fait que 90% des voyages à Taipei se font en moins de 30 minutes en vélo à travers YouBike. Donc ça voudrait dire que YouBike deviendrait 90% gratuit par rapport au taux d'utilisation actuel. C'est ça, c'est un peu l'idée. Alors ça ne dit pas après sur les 10% si c'est 31 minutes ou etc. ou si c'est des utilisations beaucoup plus longues, mais est-ce qu'après les 30 minutes, une fois que les gens ils ont payé, peut-être qu'ils ont envie de l'utiliser peut-être un peu plus longtemps, mais bon, ça reste quand même un modèle économique un peu étrange, mais après c'est un service public. C'est un service public, voilà. Mais après, c'est un petit peu la pratique qui se fait dans beaucoup d'autres villes, notamment à Taichung. À Taïwan, c'est pas le seul endroit où... Taipei n'a pas été l'initiateur de cette politique, en tout cas récemment. Et donc, il y a un peu une genre de concurrence et de comparaison qui est faite un petit peu pour la superbe de Taipei, on va dire. Et c'est pour encourager moins de pollution et plus de transport à vélo ou transport en commun, c'est ça ? Bien sûr, dans la théorie, c'est ça. Non, attendez. Et oui, comme tu le dis aussi, donc, ça fait partie des objectifs de réduire les émissions de carbone de 40% d'ici 2030 de la ville. D'accord. Et
Et dans ces objectifs, en fait, il y a aussi un mini-objectif qui est au niveau des moyens de transport, de passer à des moyens de transport écologiques à 70% dans la ville aussi. D'accord. Voilà, donc étant donné que les 30 premières minutes seront gratuites, le gouvernement n'offrira plus de réduction aux utilisateurs lorsqu'ils passent au bus ou au métro, comme il le faisait auparavant par contre. Oui, c'est vrai qu'il y avait une petite réduction si on prenait soit... Voilà, c'est ça. On switchait l'un à l'autre. Et en plus, dans ces conditions-là, 52% des trajets, de toute façon, ne nécessitent pas de transfert vers d'autres modes de transport. Les gens n'utilisent que le U-Bike pour la moitié d'entre eux. D'accord. Ce qui indique que les utilisateurs à Taipei utilisent principalement les U-Bike pour de courts trajets. Voilà, donc c'est juste pour indiquer que c'est vraiment une utilisation sur de courts trajets et de manière unique qui est principale dans ce moyen de transport. Donc voilà, après, il y a quand même... pas mal de monde qui utilise autrement, mais ça reste la majorité, et donc c'est ce qu'ils ont justifié en tout cas pour pouvoir passer cette politique. Du coup, ça veut dire que le U-Bike ne sera pas si perdant que ça, enfin, ne sera pas si déficitaire que ça, mais ils veulent élargir plus d'utilisateurs finalement, plutôt que de séduire ceux qui l'utilisent déjà. Alors, pour rappeler, outre les 30 premières minutes gratuites qui coûtaient initialement $10 taïwanais, les coûts suivants resteront les mêmes, c'est-à-dire $10 par tranche de 30 minutes. D'accord. Jusqu'à la 4e heure. Après, le vélo, la location du vélo sera taxée à $20 taïwanais pour chaque tranche de 30 minutes, entre la 4e et la 8e heure, puis $40 taïwanais pour la demi-heure supplémentaire. Donc, plus on utilise longtemps, plus c'est cher. Plus c'est cher. Voilà. Mais après, on est carrément sur une location de vélo sur une journée quasiment. Donc, après, on peut préciser $10 taïwanais, ça fait quoi, 35 centimes d'euros à peu près? Ouais, 35 centimes d'euros, on peut dire ça comme ça. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec une facture de $4500 taïwanais donc, plus de U-Bike Qu'est-ce qui s'est passé sur 2 jours quand j'étais en France. T'étais en France et t'as utilisé U-Bike, du coup, tu dois payer 150 Parce que le U-Bike n'avait pas été bien rendu. Enfin, tu sais, des fois, quand tu le mets, ça s'enclenche pas bien. Ou alors, ça s'enclenche, mais après, tu peux plus passer ta carte. Ouais. Enfin bon, du coup, c'est vraiment... je suis pas du tout un cas isolé, ça arrive souvent. C'était le système 1.0, ça, ou le système 2.0 Non, 2.0. Ça date d'à peine 4 mois. Je suis finalement allée plaider ma cause pour avoir une réduction. Du coup, c'est bon. Okay. Ça va, j'ai payé que 6 €. Je m'en suis bien tiré. Ça va. Et donc, voilà. Après, en termes de parc de vélos, il y a 1780 vélos qui ont été ajoutés au réseau en mai de l'année dernière. Oui. Ainsi que 1500 de plus en décembre, et que l'analyse de données massives sur l'ensemble de l'utilisation des U-Bike a été également utilisée pour optimiser le système. C'est bien, parce que je me disais justement, s'ils veulent encourager les gens à l'utiliser, s'il n'y a pas plus de U-Bike, ça ne marchera pas leur truc. Voilà. Il y a encore 2000 vélos supplémentaires qui seront installés d'ici la fin du mois de février, je dirais même peut-être plutôt fin mars, mais voilà, il y a 2000, et il y en aura 6000 en tout qui seront installés dans l'année. D'accord. Donc voilà, pour donner un peu, le parc de vélos va encore augmenter pour arriver à ces objectifs. Alors, pour terminer sur cette histoire de U-Bike, il y a eu un petit rebondissement, parce que la politique d'avant des $10 taïwanais pour les 30 premières minutes a été instaurée par Wen-je. Il n'a pu s'empêcher de commenter la nouvelle directive du nouveau maire de Taipei, Jiang-Han. Et il a critiqué, bien sûr, la décision, en soulignant que tout changement devrait être motivé par des raisons valables. Et que le U-Bike était initialement conçu pour être utilisé comme un moyen de transport et non pour des loisirs ou des promenades à vélo. Et donc la conseillère et donc voilà, c'est un tweet qui est parti. On imagine bien un truc aussi court, et ça a été quand même répondu par une conseillère municipale, Yu Shu-hui, qui a expliqué que l'initiative de U-Bike avait été lancée sous l'administration précédente du maire Hao Longping. Et l'objectif n'était pas seulement d'utiliser le U-Bike pour le transport quotidien, comme l'avait mentionné Wen-je dans son tweet,
mais que le U-Bike était destiné à jouer un rôle polyvalent dans la vie des citadins de Taipei, comme moyen de transport léger dans les ruelles, mais aussi un équipement sportif pour une ville saine et pour la promotion de l'activité physique. On sait que les Taïwanais ont un problème d'activité physique en général, ainsi qu'un moyen de transport complémentaire au bus et au métro, ce qui reflète le mode de vie durable et respectueux de l'environnement des citadins de Taipei. Alors, c'est un bon atout pour le tourisme aussi. C'est vrai. Fixe. Tout à fait. Et j'ai une petite question. Vas-y, dis-moi. Qui est la suivante. C'est au tout début, donc sous l'administration Hao Longping, quand on a lancé le U-Bike, il était gratuit au début. Je ne sais plus si c'était 15 ou 30 minutes. On avait vu beaucoup d'utilisateurs qui le prenaient jusqu'à presque la limite. Ils reposaient le vélo. Il fallait attendre un laps de temps pour en reprendre un autre gratuit aussi, 30 minutes. Il fallait attendre 15 minutes. Comme ça. Il fallait attendre 15 minutes. Ouais. Là, ce sera pareil, j'imagine. Ce n'est pas indiqué dans ce qui a été dit, mais je suppose que ce sont des règles qui étaient déjà même instaurées même sous la modalité actuelle, sur la modalité qui était jusqu'au 28 février. C'est ça. Le changement de vélo, de toute façon, il y a toujours un laps de temps de 15 minutes. Ça a pas Puis changé, c'était comme ça à New Taipei il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Oui. Il y a quelques Et comme années, tu disais, 2-3 Taichung ans, avait la même politique, donc je pense que il y a quand même ça pour limiter. Là. Et je pense que maintenant, les gens ont tellement l'habitude de prendre ça vraiment comme un moyen de transport d'un point A à un point B pour vraiment aller quelque part que je pense que ces pratiques-là sont peut-être un peu moins fréquentes parce que les gens sont habitués à l'utiliser vraiment comme un moyen de transport rapide et efficace, entre guillemets. Oui. Voilà pour mon petit sujet. Très très bien. Très bien. Alors on enchaîne avec... Allez, je vais vous parler donc environnement, puisqu'une étude récente qui a été publiée en décembre dans la revue Science Advances a montré qu'il serait bon d'adapter un peu la politique de protection des œufs de tortue de mer afin d'équilibrer l'écosystème de l'île des Orchidées. Donc c'est vrai que je dis une étude récente et je vous parle de quelque chose de décembre. C'est parce qu'il s'agit d'une étude du Musée national des sciences naturelles de Taïwan qui a publié un communiqué en février au sujet des efforts de conservation des tortues vertes, qui sont une espèce menacée d'extinction, qui est classée espèce en danger par l'Union internationale de conservation de la nature, c'est-à-dire qu'elle risque de disparaître à court ou moyen terme. D'accord. Il faut savoir qu'une espèce est déclarée menacée si elle répond au moins à un des critères précis, donc disparition de l'habitat, déclin important de sa population, érosion génétique, chasse excessive ou surpêche. Et donc il y a plusieurs critères comme ça. Donc par exemple une population de moins de 2500 individus matures et en déclin continu, ou une population de moins de 250 individus matures, ou alors une probabilité d'extinction de l'espèce d'au moins 20% dans les 20 ans ou 5 générations à venir. Et là ça touche donc tout l'habitat autour de l'île des Orchidées. Alors ça c'est à Taïwan. Pour Taïwan. Taïwan et dans le monde en général les tortues vertes sont classées. Voilà. Donc cette étude-là elle est spécifique à l'île des Orchidées, puisqu'il faut savoir que les efforts de conservation visant à aider les tortues de mer à se reproduire sur l'île ont débuté dans les années 90, donc assez tôt, et des recherches qui sont menées depuis 23 ans sur cette île ont trouvé que l'écosystème de l'île était désormais menacé par une stratégie qui consiste à protéger les œufs de tortues vertes des prédateurs de type reptile. Alors, ce travail, cette recherche, elle est intitulée « La perte des œufs de tortue de mer mène à l'effondrement d'une communauté insulaire de reptiles ». Elle est le fruit d'une recherche d'une équipe de 7 personnes menée par Huang Wensan, qui est le vice-directeur du musée, qui est situé à Taichung. Et Huang indique que ces tortues de mer sont un lien essentiel entre les écosystèmes marins et terrestres, puisqu'elles permettent de transporter des nutriments et de l'énergie qui se trouvent seulement dans l'océan jusqu'à la terre en nichant sur les plages. Or, les œufs marins sont désormais moins accessibles aux prédateurs, en raison de 2 facteurs humains. D'abord, les tortues de mer ont moins de sites où elles nichent, en raison du nombre croissant de personnes qui vivent sur l'île et des impacts du changement climatique, notamment l'augmentation du niveau de la mer et les tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes et qui conduisent à l'érosion des plages. Et le deuxième facteur humain, c'est l'exclusion des prédateurs qui est artificielle, puisque
C'est une stratégie de gestion très courante dans la protection des tortues de mer qui consiste à protéger les nids de tortues de mer des prédateurs. Et l'équipe de recherche a observé que cette pratique empêche aussi les prédateurs endémiques qui ont évolué en même temps que les tortues de mer d'avoir accès aux œufs et stoppe ainsi cet apport de nutriments qui viennent de l'océan et qui approvisionnent normalement cette communauté de reptiles. D'accord. Oui, donc les chercheurs ont pris l'exemple d'une petite plage de l'île des Orchidées, la plage Badaï, où des barrières d'exclusion ont été mises en place dès 1997 pour empêcher des serpents d'approcher les nids de tortues de mer. Cette étude a mené à l'exclusion quasi complète des œufs de tortues de cette chaîne alimentaire de l'île depuis 2001, donc ça fait vraiment depuis 20 ans, et ce sans distinction du lien qu'entretiennent historiquement les différentes espèces et leur écosystème. Donc sans œufs de tortues de mer, les prédateurs tels que les oligodons et les serpents ratiers royaux, qui sont 2 types de serpents, ont été forcés de se rabattre sur les œufs de lézards locaux, consommant au total entre 5 000 et 18 000 œufs de lézards par an, toutes espèces confondues sur l'île. Donc c'est énorme. Ouais. Et le fait que les serpents mangent les œufs de lézards est corroboré par la population relativement stable de la même espèce de lézard sur l'île voisine et dans le comté de Pingdong, où les œufs de tortues de mer n'ont jamais été présents. D'accord. Donc la présence de ce petit lézard, un petit lézard qui s'appelle 5 à longue queue, a diminué drastiquement après 2002. Donc ça correspond à peu près à la mise en place des barrières. Ouais. Et les travaux de modélisation estiment que la population de ce lézard a connu une baisse drastique d'entre 27 et 36% par an, alors que la baisse de sa population n'a jamais dépassé les 5% sur l'île verte. Et du coup, c'est impressionnant de voir comment, en voulant préserver une espèce, ça déséquilibre tout un pan de l'écosystème derrière, quoi. Donc le résultat de cette étude a poussé l'équipe de chercheurs à se demander si cette stratégie de conservation des tortues de mer était bien appropriée, étant donné que le nombre estimé d'œufs de lézards qui sont ainsi prédatés par les serpents équivalait à environ 120 œufs de tortues de mer par an, sur la période qui va de 97 à 2000, ce qui représente en réalité une petite part du nombre total d'œufs pondus par les tortues de mer. Donc Huang indique que chaque année, il y a environ 20 nids de tortues de mer sur cette île, avec dans chacun des nids 100 œufs. Donc 120, donc ça représente un peu plus d'un nid en fait. Et ça pourrait faire toute la différence pour ces lézards. Et les chercheurs suggèrent donc, au lieu de tenir les œufs totalement hors de portée des serpents, d'adopter une approche plus globale qui considère la manière dont les actions de conservation affectent les relations interespèces, et en particulier dans les cas qui impliquent des interactions entre différents écosystèmes. Là, on parle d'écosystèmes marins, d'écosystèmes terrestres. Donc les deux sont interdépendants. Du coup, leur laisser 1 ou 2 nids sur les 20 qu'il y a, ça pourrait rééquilibrer la donne, quoi. Voilà, ou alors peut-être échelonner les jours, ou il y a différentes techniques. Et dit plus simplement, rendre accessible une partie des œufs de tortue aux prédateurs permettrait de maintenir la stabilité de l'écosystème général sur l'île des Orchidées. Donc voilà, c'est le résultat de cet article, de cette étude, que j'ai trouvé assez intéressante. Et les tortues concluent à chacun sa carapace. Alors un peu de sport maintenant avec... On parlait des Jeux Olympiques, on s'en rapproche. Hein, le village olympique vient d'être inauguré par le président Macron cette semaine. Et à Taïwan, on n'a pas suivi cette grande nouvelle d'inauguration du village des athlètes, mais on suit surtout les performances des athlètes taïwanais. Et le week-end dernier, en Corée du Sud, c'était à Busan précisément, eh bien, les pongistes taïwanais, ils ont obtenu leur billet pour les Jeux Olympiques dans pas moins de 4 catégories. Donc ça, ils sont contents, ils vont pouvoir participer dans 4 catégories du tennis de table au JO de Paris. C'est très beau comme résultat, même si vous avez suivi l'actualité, vous savez que Taïwan s'est incliné contre l'équipe de France. Voilà, c'était au championnat du monde par équipe. Donc Taïwan a quand même atteint les demi-finales, ce qui n'était plus arrivé depuis 2014, donc c'est pas mal. Mais a dû s'incliner 3 matchs à 1 donc contre la France, qui a gagné, elle, son ticket pour la finale, puis qui après s'est bien fait
ratatiné par la Chine en finale. En tout cas, Taïwan sera à Paris, c'est ce qui compte pour les pongistes taïwanais, qui terminent, on le disait, 3e de ces championnats du monde par équipe, leur meilleur résultat en 10 ans. Alors, c'est Chuang Ji-yuan qui est vraiment je sais pas comment on peut dire, le vétéran peut-être des pongistes taïwanais, qui a donné la bonne direction en remportant sa première manche. Et puis après, il a perdu le reste par contre. Mais si on parle de Chuang Ji-yuan, c'est qu'il a été champion du monde en double de tennis de table. C'était en 2011 à Paris. Et c'est la première fois que Taïwan était champion du monde. Et donc, il sera de l'aventure aux Jeux Olympiques de Paris, tout comme Lin Yunchu. Il y a aussi Cao Chen-wei, qui s'est incliné lourdement face à Simon Gauzy, mais qui sera de l'aventure à Paris. Et on espère pour Taïwan, du coup, de bons résultats en tennis de table, sachant que Taïwan, pour l'heure, si on parle de bilan, vous pensez qu'il y a combien d'athlètes qui sont déjà qualifiés ou combien de sports Taïwan est présent ? Aucune idée. Il y a encore beaucoup de qualifs en cours. Mais... Ouais, je dirais une dizaine d'athlètes et 3 sports, un truc comme ça. Alors, c'est 8 sports et c'est 25 athlètes. Ah, bah, je suis donc, c'est pas mal pour Taïwan, même si on espère faire encore mieux, bien sûr. Alors, la délégation ne sera pas aussi imposante qu'elle l'était à Tokyo, où c'était juste à côté. Les conditions de qualification étaient beaucoup plus proches de ce que les athlètes taïwanais connaissaient. Mais déjà, 25 athlètes qui ont leur ticket pour Paris dans 8 sports. Alors, en dehors du tennis de table, il y a le tir. C'est la toute première discipline où Taïwan a eu un athlète de qualifié. Et je crois que c'est même au tir au pigeon. Il y a la natation, l'athlétisme, la boxe, le canoë, et ce sera le canoë de vitesse, le tir à l'arc et encore le taekwondo. Là, on est sûr d'avoir des athlètes qui défendront les chances de Taïwan sous le vocable chinois de Taipei, comme la représentation de Taïwan en France l'a rappelé, mais bel et bien présent. Et dans les autres qualifications en cours, on espère être présent aussi au tennis, bien sûr. Les badistes aussi au badminton. Là, on sait que c'est sans doute la dernière apparition dans un grand événement international pour Tai Tzu-ying avant qu'elle prenne sa retraite sportive. En cyclisme aussi, Taïwan a des chances de qualification, même si après, il faut réussir à passer les minima olympiques pour avoir son ticket. Mais ça ne veut pas dire que quand vous avez les minima, que vous avez des espoirs de médaille, loin de là. Oui. Voilà. Et donc, dans beaucoup de sports où Taïwan peut être présent, les espoirs de médaille sont généralement encore un cran au-dessus, donc encore assez loin. Les espoirs de médaille, d'habitude, Taïwan les a sur quel ring ? Haltérophilie. Voilà, haltérophilie, taekwondo, tir à l'arc. Ouais. Et puis en boxe, peut-être qu'on a des chances parce qu'au dernier championnat, on a eu pas mal de médailles qui sont revenues, des titres qui reviennent, même si c'est encore difficile. En athlétisme, ça va dépendre. Au gymnastique, on espère aussi avoir des athlètes qualifiés. Là, ce week-end, à l'heure où on parle, normalement, il y a des athlètes taïwanais à Lyon. En ce moment, il y a une compétition à Lyon. Voilà, de gymnastique. Oui. Enfin, je le sais parce qu'en fait, j'ai un ami qui est juge et qui est là-bas en ce moment. Donc, s'il nous écoute, on le salue et on sait comment il doit juger. Non, de manière impartiale, bien sûr. Bien sûr. Et puis en cyclisme, on sait que tout le mois de mars, qui vient de débuter jusqu'au mois d'avril, il y aura pas mal de compétitions où Taïwan espère briller. Sachant que les dernières compétitions de cyclisme, Taïwan a brillé. Et à chaque fois, c'est pas au niveau de l'élite, malheureusement, c'est au niveau des juniors. Alors on espère que les juniors vont vite passer dans l'élite ou que ceux de l'élite vont vite se réveiller pour pouvoir passer aussi les minima olympiques et être présents à Paris en août 2024. Et on aura bien sûr des émissions spéciales à cette occasion. D'ailleurs, tu parlais de juniors, ça me fait penser qu'en ce moment à Taipei, il y a les championnats du monde junior de patinage artistique. Je sais pas si tu as entendu j'ai pas parler. suivi ça, non. Et ça a l'air intéressant. J'ai juste vu des vidéos, des extraits partagés par un ami qui fait du patinage artistique. D'accord. Et c'est vrai que ça avait l'air intéressant. Et j'ai pas du tout entendu parler dans les news ou quoi que ce soit non plus. C'est assez j'ai vu un article passer. J'ai vu un article, ouais. Et c'est vrai que là en plus il y a le haut du pavé, il y a vraiment tous les meilleurs mondiaux qui sont là, ce qui est rare à Taïwan quand même d'avoir des gens à ce niveau en patinage artistique à Taïwan. Oui, c'est vrai.
Et en cyclisme de vitesse, ce sera mon mot de la fin, j'ai envie d'attirer vos regards sur Huang Ting-Ying, elle revient de blessure et elle a terminé 3e avec une belle médaille de bronze lors justement de ces championnats asiatiques de cyclisme qui avaient lieu en Corée du Sud le week-end dernier. Et il fallait qu'elle ait un podium pour pouvoir continuer sa course dans les qualifications de Paris. Et normalement, elle a de bonnes chances d'être présente et elle pourrait avoir un espoir de médaille dans sa discipline, ce qui est rare aussi au niveau du cyclisme pour Taïwan. Alors, une dernière pour finir sur ce sujet, dernière discipline qui me vient à l'esprit, qui est la discipline nouvelle de ces Jeux Olympiques, c'est le breakdancing ou le breaking, comme l'épreuve est appelée officiellement aux Jeux Olympiques. Il y a des chances quand même de médailles, enfin pas de médailles, mais en tout cas de qualification de Taipei. Puisque il y a quand même de très bons athlètes qui ont déjà atteint des compétitions à très haut niveau dans le monde, même ces dernières Il y a des champions années. Du monde dans le domaine. Donc voilà, à voir si Taïwan arrive à se qualifier. J'ai pas les infos, mais dès qu'on aura leur qualif, on vous le dira au fur et à mesure. De toute façon, on reviendra jusqu'aux Jeux Olympiques aux différents points sur la situation et les qualifications des athlètes taïwanais que vous pourrez aller voir défiler sur la scène. Tout à fait. Et pour finir, je vais passer à mon deuxième sujet que j'avais gardé pour vous, parce que je trouvais qu'on parlait pas de réseaux sociaux aujourd'hui, que j'étais un peu triste, donc j'ai trouvé un deuxième sujet là-dessus. Il s'agit donc d'une streameuse singapourienne. Alors c'est une streameuse un peu particulière. Alors streameuse, personne qui fait de la vidéo en direct sur Twitch notamment. C'est vraiment le nom des gens qui font de la vidéo en direct sur Twitch, auquel qu'on appelle streamer, et qui était à Taïwan donc pour un voyage de 21 jours et qui est arrivé le 9 février dernier. D'accord. Et dès le premier jour, en fait, elle était à Kaohsiung et elle s'est fait attaquer par une dame un peu étrange qui lui a envoyé des œufs sur elle. En disant mon mari t'aime trop, des choses très bizarres, quelque chose de très étrange. J'ai vu la vidéo, ça avait l'air quand même très bizarre cette histoire. Un peu alambiqué comme histoire. La dame ressemblait pas vraiment à une dame non plus. Bref, c'était un peu étrange. Donc, mais rien. Elle dit qu'elle était allée porter plainte au commissariat pour cette attaque, que c'était scandaleux, etc. Et cette fille est très connue pour faire des choses qui sont un petit peu borderline en termes de contenu, c'est-à-dire qu'elle fait quand même beaucoup de choses. Elle veut faire le buzz, quoi, non ? Elle fait tout pour faire le buzz. Elle a un compte OnlyFans, si vous ne connaissez pas. C'est l'Instagram du sexe. Voilà. D'accord. Si vous voulez. Où les gens payent pour avoir du contenu dénudé. Du soft, quand même, plutôt par rapport à... Non, quoi qu'il y a tous les niveaux. Je retire, c'est pas du soft. Voilà. Et donc elle a un OnlyFans, etc. Elle est connue aussi pour faire des déclarations un peu bizarres, des choses complètement controversées. Et donc, voilà. Il y a commencé les internautes et la police a commencé à être attirée par le buzz qu'a créé cette vidéo. Et donc, ils ont fait leur enquête. Ils se sont rendus compte, en fait, la personne qui l'avait attaqué, c'était son agent singapourien. Qui s'était déguisé en femme pour faire ça. Ça se voyait sur la vidéo que c'était pas forcément une dame qui était là. Mais bon, voilà, il portait un masque, etc. Et donc, la police a demandé, les a fait convoquer au commissariat. 24 février, ils ont demandé de faire des excuses publiques et un démenti surtout. Par rapport au fait que c'était pas de la criminalité à Taïwan, que c'était juste de l'animation pour le contenu. Mais même ça, elle l'a pas très bien fait parce qu'elle a dit qu'elle comprenait pas comment c'était illégal ce qu'elle avait fait lors de sa déclaration. Bref, voilà. Et donc pour finir, le verdict, c'est que juste après cette amende, donc elle a été contrainte à faire les deux ont été contraintes de faire une amende de $30,000 taïwanais, ce qui veut environ 1 000 € à peu près, équivalent à ce qu'on a entendu par rapport au Cambodge la semaine dernière, ceux qui ont suivi l'émission dont on a parlé à Taïwan. Et pour finir, donc le truc c'est qu'elle s'est évadée et donc tous les deux sont partis à l'étranger et donc vont être bannis jusqu'à
probablement 5 ans de Taïwan. Pour avoir fui la justice. Exactement. Eh ben. Voilà donc ma petite histoire qui est assez étrange quand même. Mais bon, voilà, le monde de tweets et des réseaux sociaux, c'est aussi un peu ça. Pour le buzz. Voilà, pour le buzz, les gens sont quand même prêts à beaucoup de choses. D'accord. Voilà pour cette histoire. Oui. On finit voilà aussi là-dessus. pour l'émission d'aujourd'hui. Et l'émission d'aujourd'hui, on en parle à Taïwan. On vous remercie de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye.